Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'enquête consacré ce soir à l'insertion des personnes en situation de handicap dans la société par l'éducation. Aujourd'hui en France, une personne sur 6 est atteinte d'un handicap. D'après la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances et la participation des personnes handicapées, constitue un handicap toute limitation d'activité par une personne en raison d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Édouard Philippe a donc annoncé le 6 avril dernier le 4e plan autisme. Il promet une amélioration de la recherche et du dépistage de la maladie, ainsi que la prise en charge des personnes atteintes. Ce plan s'ajoute à plusieurs lois comme celle de 2005, assurant la scolarisation des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, plusieurs propositions se présentent aux familles. Par exemple, l'intégration de leur enfant dans un institut médico-éducatif, IME, ou dans une classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire, dite Ulysse. Malgré toutes ces solutions, le handicap demeure un sujet complexe et délicat pour l'entourage qui doit constamment s'adapter. Nous avons donc rencontré différents enfants en situation de handicap. Voici portrait d'une différence. Tous les samedis, la piscine de la Butte aux Cailles accueille les jeunes de l'association SACEP pour une séance de natation adaptée à des enfants en situation de handicap. Encadrés par leurs parents et par des étudiants en psychomotricité, ils travaillent la relation entre les mouvements physiques et les fonctions neuropsychologiques. Ça va au-delà de la simple natation, c'est un peu plus que ça. C'est de la coordination, du respect des consignes, de l'interaction avec les autres, voilà, c'est tout ça en même temps. Arthur, par exemple, est atteint de trisomie 21 et se rend à ses séances pour la première fois cette année. Pour Nicolas, son père, il est important qu'Arthur s'habitue au milieu aquatique. Moi j'ai décidé de faire venir Arthur ici parce que pour moi c'est important qu'il sache nager. Souvent les enfants porteurs de handicap, ils se retrouvent parfois avec un rapport à l'eau qui est un peu compliqué. L'avantage ici, c'est qu'il a des modèles. C'est qu'il voit des enfants qui sont plus grands que lui, qui ont le même handicap que lui et qui sont capables de faire un 100 mètres avec très longtemps. En plus de la natation, Arthur est scolarisé en Ulysse, un choix de ses parents qui considèrent que leur fils a des capacités d'apprentissage suffisantes compte tenu de son léger degré d'handicap. En privilégiant l'Ulysse à l'IME, il se retrouve également entouré de jeunes non déficients. Contrairement à Arthur, certains enfants sont contraints de devoir aller dans des structures plus encadrées. Les instituts médico-éducatifs représentent une alternative pour ces jeunes qui ont besoin d'un encadrement plus concret. On est vraiment sur des apprentissages généraux, plus largement que la compétence scolaire. On travaille sur l'autonomie dans la vie de tous les jours, on travaille sur les aspects de socialisation, de relation aux autres, sur la communication. À leur arrivée, les enfants profitent de leur temps d'accueil pour organiser le planning de leur journée. Un bon moyen pour eux de se concentrer en s'adaptant à l'ambiance calme de l'IME. 30 minutes sont passées, direction maintenant la salle de classe où ils vont devoir mettre la main à la pâte pour peindre leur sculpture. Tous réunis sans distinction, le handicap est mis de côté pour laisser place à la créativité. Je pense que le choix de cet IME, c'est d'avoir développé l'hétérogénéité dans les différentes pathologies. Donc il y a déjà beaucoup de différences, ils sont socialisés par des activités à l'extérieur. Je ne suis pas certain que tous trouveraient leur compte avec une population non déficiente. Il ne reste désormais plus que 25 minutes pour Jeanne qui est en retard dans la réalisation de son hippopotame. Atteinte d'une délation du chromosome 1, elle est mentalement retardée. Alors qu'elle va vers ses 16 ans, son développement n'a pas dépassé celui d'un enfant de 4 ans. Elle est arrivée dans cette IME qu'en septembre dernier suite à une mauvaise expérience dans la précédente. La communication est aujourd'hui beaucoup plus présente, notamment avec son éducatrice spécialisée à domicile. Les exercices réalisés à l'école se complètent donc avec ceux de Johanna. L'activité est terminée, ils ne retrouveront leur création qu'après les vacances. Après cet effort intensif, les enfants se retrouvent dans une salle de jeu le temps d'une pause. Cela leur permet de relâcher la pression créée lors de ces longues minutes d'attention. De retour à la maison, Jeanne retrouve son éducatrice spécialisée. Johanna commence par lui apprendre à réaliser les petits gestes du quotidien comme la composition du digicode à l'entrée de l'immeuble ou encore la préparation de son goûter. Elle réalise également des exercices de syntaxe, de calligraphie et de reconnaissance des pictogrammes. Cela l'aide à s'exprimer et à compenser son incapacité à parler. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? Je vois le cheval, la voiture. Qu'est-ce qui manque? J'ai pas parlé de parc. J'ai dit dans la voiture. C'est bien, c'est très bien.
Donc là, on travaille la syntaxe, mine de rien, et la reconnaissance des pictos, pour que, en fait, qu'ils vont bientôt mettre en place à l'école de PEX. Mais du coup, c'est pour aussi l'aider à se familiariser avec les différents types de pictos et à savoir formuler des demandes. Donc, ce que je fais avec Jeanne, c'est ça, mais aussi du graphisme. Ça, je vais vous montrer par rapport à avant. Donc ça, c'était en 2015. Et ça, 2017. Mieux. Voilà. À 18h, Stéphanie, la mère de Jeanne, prend le relais et rejoint sa fille dans le salon pour un moment à deux. À la découverte de son handicap, plusieurs choix se sont présentés à Stéphanie qui a pris la décision de la placer en IME. Le choix de la mettre à l'IME et de ne pas la mettre en ULIS, c'est simplement parce que le retard de Jeanne n'est pas adapté pour des classes ULIS, pour des classes arc-en-ciel en milieu ordinaire. Donc on n'avait pas énormément de choix. J'étais limitée au 92. Sur la dizaine qui existe, j'en avais que 5, puisqu'il y en a certains qui demandent à ce que les ados soient autonomes dans les transports, ce qui n'est pas le cas de Jeanne. La principale inquiétude pour cette maman se trouve dans le futur. Elle dit s'être acheté 4 ans de tranquillité mais craint de devoir placer sa fille en foyer. Arthur et Jeanne font partie de ces enfants qui ont eu l'opportunité d'avoir une place dans un établissement adapté, mais tous n'ont pas cette chance. Certaines situations s'avèrent encore plus complexes. C'est le cas de la petite Caroline, dont le nom a été changé pour des questions d'anonymat. On retrouve notre envoyé spécial Cyril Théophilos en direct du cabinet de Céline Lemoussu, orthophoniste qui s'occupe de cette petite fille. Bonjour Cyril. Bonjour Camille, bonjour Léa. Effectivement, je suis dans le cabinet de l'orthophoniste Céline Lemoussu dans le 14e arrondissement de Paris. Bonjour Céline. Bonjour. Vous suivez la petite Caroline depuis bientôt 3 ans. Pouvez-vous commencer par nous expliquer son handicap ? Oui, alors Caroline présente un trouble du spectre autistique, donc c'est un trouble qui touche la communication et l'interaction sociale. Et vous, en tant que spécialiste, vous suivez la jeune fille. En quoi consistent vos séances ? Donc c'est des séances de 30 minutes et l'objectif c'est vraiment de développer la communication et le langage et l'autonomie. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites dans vos séances et qu'est-ce que lui apportent vos séances ? Eh bien, on développe donc la communication avec un moyen de communication alternatif où on travaille tous les prémices de la communication, le tour de rôle, le regard. Dans ce quotidien, avec sa famille, chez elle, ça lui apporte... Voilà, parce que la mère assiste à toutes les séances et donc ensuite tout ce qu'on aborde en séance peut être généralisé à l'extérieur, au domicile. Donc si on revient à la famille, une des difficultés dont ils sont obligés de faire face, c'est la non-scolarisation de leur fille. Dans quelle situation se trouve-t-elle ? Effectivement, donc Caroline n'est pas scolarisée depuis l'âge de 5 ans. Elle a été scolarisée en maternelle avec une AVS, mais ça a été très compliqué. Et depuis la fin de la maternelle, ils cherchent un IME et n'ont pas trouvé de place pour le moment. Et comment est-ce qu'ils gèrent ce problème du coup aujourd'hui ? Ils se sont tournés vers des associations et ils font appel à des associations ou des psychologues en libéral, des spécialistes qui vont à domicile s'occuper de l'enfant et permettre une prise en charge quand même à domicile. Et est-ce qu'ils ont d'autres pistes ou des choses qu'ils envisagent pour le futur ? Ils ont effectivement des associations qui acceptent de recevoir Caroline pendant l'été ou sur une très courte période. La dernière fois, elle est partie par exemple à Toulon pour une semaine. Donc cette semaine à Toulon, ça a été un stage pour lui permettre d'intégrer une IME ou est-ce que... Non, c'est vraiment pour permettre aux parents de souffler et c'est une petite fenêtre qui est ouverte par ce centre, mais il n'y a pas de place au quotidien pour cet enfant. D'accord. Et si on sort du cadre scolaire, est-ce que Caroline pratique des activités en plus ou... Non, il n'y a aucune activité. Et est-ce que vous pensez que du coup, le fait qu'elle ne pratique aucune activité, est-ce que, vu qu'elle ne rencontre pas énormément de monde, est-ce que ça peut renforcer l'isolement, ça peut faire qu'elle se renferme sur elle-même et du coup créer une manque de confiance en soi peut-être ? Tout à fait, effectivement, elle reste dans la sphère familiale et tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on développe ici, c'est vraiment pour qu'elle se fasse comprendre et qu'elle communique avec autrui aussi et je pense qu'effectivement ça renforce l'isolement de cet enfant et de la famille aussi également. Et en plus de vos séances, est-ce que vous savez s'il y a une autre quelconque prise en charge, peut-être avec un éducateur spécialisé à domicile ? Alors, elle est suivie il y a une psychologue qui vient à domicile, une psychologue spécialisée ABA qui vient à domicile 2 fois par semaine. Et vous suivez également d'autres jeunes en situation de handicap. Est-ce que vous remarquez une différence entre les autres jeunes qui peut-être ont plus de facilité pour le respect des consignes, pour la réalisation du travail,
par rapport à Caroline qui, elle, n'est pas du coup scolarisée? Tout à fait, dans le développement, vraiment dans le développement et puis dans la progression des enfants, effectivement, on voit une différence entre des enfants qui sont non pris en charge dans des centres et des enfants qui ont une prise en charge dans un centre spécialisé. Et donc si on conclut, on peut dire que la scolarisation d'un jeune en situation de handicap est indispensable dans son développement? Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup Céline Lemoussu d'avoir accepté de nous recevoir dans votre cabinet. Je vous en prie. Donc comme nous venons de le voir, Caroline et sa famille font partie de ceux qui ont le plus de difficultés. Pour eux, une dernière alternative se présente à eux, le départ vers la Belgique. Camille, Léa, pouvez-vous nous en dire plus? Oui Cyril, le départ en Belgique peut être le dernier recours pour les familles cherchant à scolariser leurs enfants. C'est le cas de plus de 6500 jeunes en situation de handicap qui ont été contraints de devoir quitter la France pour la Belgique, faute d'accueil adapté dans l'Hexagone. En effet, le pays limitrophe apporterait un meilleur accompagnement et prise en charge pour des enfants atteints d'un handicap, car l'enveloppe budgétaire consacrée à l'éducation couvre aussi les établissements spécialisés pour handicapés. La France profite de cette avancée pour soutenir cet exil. 71,6 millions d'euros ont été versés à la Belgique en 2016. Christelle Prado, ancienne présidente de l'UNAPI, s'indigne. Elle dit, je cite, « La Belgique sert de variable d'ajustement. Cet exil est financé par l'argent public français. Cet argent ne devrait-il pas plutôt servir à financer l'ouverture de places sur le territoire, ce qui créerait des emplois ?» Pourtant, selon la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, ce processus a été arrêté. Mais ce n'est pas ce que les parents constatent. Les familles cherchant des places en Belgique retrouvent leur démarche bloquée par les maisons départementales des personnes handicapées. Pour avoir le droit de chercher une place dans ce pays, certaines demanderaient même une justification de 4 à 5 refus écrits de la part des structures spécialisées françaises. Quoi qu'il en soit, le quotidien des personnes en situation de handicap en France reste délicat. Le pays a encore d'énormes progrès à faire concernant la mise en place de structures adaptées. C'est la fin de ce numéro, nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis.